Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette classe virtuelle. Je me présente, je m'appelle Claudine Alquier, je suis formatrice stagiaire à l'AFPA de Saint-Jean-de-Védas et je vais vous parler de la motivation. Pour tout vous dire, quand j'ai pris connaissance de mon sujet pour cette classe virtuelle, j'ai eu, comment vous dire, une impression, une sensation d'immensité. Un peu comme ça, vous voyez. Et encore, il faudrait imaginer un panneau encore plus grand dans un ciel immense et moi juste en dessous, là, un peu comme ça. Et oui. Ce qui fait qu'au lieu de commencer comme ceci, la motivation, très bien, c'est parti, on y va. Donc nous avons les notions telles que l'engagement, l'envie, le désir, la dynamique personnelle, le but. Eh bien en fait, pour moi, ça a été plutôt comme ceci. Et ceci, eh bien ça s'appelle la motivation. Il suffit juste d'ajouter un petit a devant le mot motivation et on a la motivation. Il faut dire que le petit a en question, c'est le a privatif du grec ancien qui veut dire l'absence de, donc ici l'absence de motivation. Pour Daniel Chartier, cela s'appelle la démotivation. Pour Martin Seligman, c'est le sentiment de résignation. Et pour Édouard Deci et Richard Ryan, les deux théoriciens de l'autodétermination, c'est le sentiment d'autonomie, de liberté de choisir, la sensation d'être à l'origine de ses actions. Donc, Deci et Ryan nous expliquent qu'il existe trois types de motivation, dont la motivation, avec le petit a, et que l'on peut les placer sur un axe comme ceci. Donc, tout à fait à votre gauche, sur la flèche orange qui symbolise notre axe, vous avez la motivation que Deci et Ryan définissent comme étant le désintéressement ou le renoncement, avec une intériorisation ou du moins une anticipation de l'échec. C'est quand vous vous dites, par exemple, de toute façon, ça sert à rien, je vais pas y arriver. Ensuite, au milieu, vous avez la motivation extrinsèque ou les motivations extrinsèques. Parce qu'en effet, il y en a plusieurs. Ici, c'est quand une action est entreprise pour des raisons extérieures à l'action elle-même. Par exemple, pour l'obtention d'un diplôme, ou pour l'approbation de quelqu'un, ou par rapport à la pression sociale aussi. Et enfin, tout à fait à droite, il y a la motivation intrinsèque, quand l'action est entreprise pour elle-même, avec un sentiment de bien-être, de plaisir. Ici, il n'y a pas de résultat externe attendu. Pour en revenir maintenant à mon élaboration de mon diaporama, disons plutôt à la tentative d'élaboration d'un diaporama sur la motivation, je me suis dit c'est peut-être le fait qu'il existe 101 théories de la motivation. Et oui, il existe 101 théories de la motivation. En effet, de Saint-Augustin et sa libido sciendi, qui veut dire le désir d'apprendre, à Philippe Carré et son schéma sur les motifs d'engagement en formation, en passant par des théories inspirées du courant behavioriste, qui se définissent surtout par leur référence au conditionnement animal, ou encore par les théories héritées de la psychologie expérimentale, ou encore les théories d'inspiration socio-constructiviste, ou encore, etc., etc. Alors, face à toutes ces théories, je me suis souvenu d'une phrase parfaite pour la circonstance. C'est une phrase de Saul Bellow. Saul Bellow était un écrivain canadien-américain qui reçut le prix Nobel de littérature en 1976. Et voici cette phrase. Celui qui veut atteindre un objectif lointain doit faire des petits pas. Des petits pas. Donc je me suis dit, pour commencer, allons voir tout simplement la définition du mot. Donc voici les racines du mot, l'étymologie du mot motivation. Alors, motivation vient du mot motiver, qui vient lui-même du mot motif. Et le mot motif a deux racines latines. La première, motivus, qui veut dire mobile, et la deuxième racine latine, c'est movere, qui veut dire mouvoir, ce qui met en mouvement. Très bien. Après l'étymologie, comme deuxième solution, j'ai pensé à demander de l'aide à notre formateur. Voici donc les conseils de Stéphane, notre formateur. Retravailler ton objectif pédagogique du doigt. Est-il assez clair pour toi? Complètement pas. Questionne-toi sur ce que il faudrait savoir toi-même sur la motivation. Élabore ton diaporama en fonction de la consigne et de son impératif temporel, 20 minutes. Oriente la centration sur les stagiaires AFPA qui vont t'écouter. Relire aussi tu peux les principes pédagogiques de la méthode Carrare, ainsi que la fiche Ce que fait le stagiaire. La méthode Carrare. La méthode Carrare, la voici. Accueillir, mettre en confiance, créer et maintenir le désir d'apprendre et susciter l'intérêt pour toute nouvelle tâche. Décomposer en difficultés élémentaires, sans excès, et n'enseigner qu'une seule chose à la fois, en allant du simple au complexe. Réaliser un enseignement concret et solliciter les mémoires. La mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire motrice. Aller du concret vers l'abstrait. Éviter les longues explications.
Donner tout de suite de bonnes habitudes. S'assurer que l'enseignement donné est profitable. Répéter jusqu'à l'acquisition. Ne pas demander aux stagiaires s'ils ont compris, mais s'en assurer par des questions. Donner aux stagiaires les moyens de connaître ses progrès. Exercer à l'autocontrôle. Développer l'esprit d'analyse et de réflexion. Encourager le stagiaire. Détendre les stagiaires entre deux périodes d'attention soutenue. Varier les exercices. Ne pas tenir compte au début du temps de la durée de la séance et rechercher la qualité plutôt que la quantité. Créer l'esprit d'équipe. Utiliser la valeur éducative de la formation professionnelle. Contribuer à l'éducation des stagiaires au travers du respect de la propreté, du rangement, de l'ordre, de la politesse, etc. Sinon, comme autre solution, j'avais bien sûr mes collègues. Ils sont incroyables, ils comprennent tout et sont hyper créatifs. Et je peux leur poser toutes les questions que je veux, à tout moment. Ils sont disponibles et compétents. Et surtout, ils sont partants pour relever tous les défis. Et je crois que c'est ce qui me fascine le plus chez eux. Ils me disent souvent, mais si, tu vas voir, c'est simple, regarde. Et effectivement, ça marche. Et grâce à eux, j'ai repensé à une phrase de Sénèque. Sénèque était un philosophe de l'école stoïcienne, un dramaturge aussi, et un homme d'État romain du 1er siècle. Cette phrase, la voici. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et oui. Alors, ce que je vous propose maintenant, nous qui nous sommes engagés en formation professionnelle, c'est de regarder ensemble le schéma de Philippe Carré sur les motifs d'engagement en formation. Pour tout vous dire, au début de ma formation, quand nous avons étudié le schéma de Carré et que Stéphane nous a demandé de nous situer sur ce même schéma, je me souviens d'avoir choisi le motif épistémique. Vous le voyez là, en haut, sur la droite de l'écran. C'est le plaisir d'apprendre, de se cultiver. Aujourd'hui, comment vous dire? Non pas que je ne choisirais pas le motif épistémique, on ne se refait pas, mais j'ajouterais le motif socio-affectif, juste en dessous. Alors, comme vous voyez, nous retrouvons l'axe horizontal de tout à l'heure avec les termes extrinsèque et intrinsèque à droite. Mais ici, Philippe Carré a ajouté un axe vertical avec donc deux nouvelles orientations. Une vers l'apprentissage tout en haut de l'écran qui concerne les personnes qui sont motivées par l'acquisition de savoir, par l'acquisition de contenu d'apprentissage. Et tout en bas de l'écran, l'orientation vers la participation, qui concerne les personnes motivées par le seul fait d'être présent en formation, en dehors de l'apprentissage de savoir. Il y a donc 4 orientations sur le schéma de Philippe Carré, et il nous présente également 10 motifs d'engagement, qu'il positionne, comme vous le voyez sur son schéma, le motif épistémique tout seul à droite entre l'orientation vers l'apprentissage et vers la motivation intrinsèque, le motif socio-affectif et le motif hédonique, un peu plus bas, toujours à droite, entre l'orientation intrinsèque et l'orientation vers la participation. Alors, comme vous le voyez, vous avez pour chaque motif sa définition juste en dessous. Ensuite, les motifs économiques, prescrits, dérivatifs et identitaires, en bas à gauche, entre la participation et l'orientation extrinsèque. Et enfin, tout en haut, à gauche, les motifs vocationnels, opératoires personnels et opératoires professionnels, entre l'orientation extrinsèque et l'orientation vers l'apprentissage. Voilà, j'espère que vous avez pu vous positionner vous-même sur ce schéma et ainsi identifier vos ou votre motif d'engagement en formation. Alors, avant d'aborder ma conclusion, juste un mot, voilà, à propos de l'environnement de la formation professionnelle, avec la loi Avenir professionnel du ministère du Travail sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui a pour objectif de rendre chaque apprenant acteur et auteur de sa formation. Ce qui interroge et fait un lien avec la notion de motivation, car comme le dit Philippe Carré, rien ne coûte plus cher qu'un stagiaire qui n'apprend pas. Voilà, nous arrivons maintenant à la conclusion. Alors, aujourd'hui, les théories de la motivation s'accordent toutes pour dire que l'on ne peut pas motiver quelqu'un. La motivation est une automotivation, une dynamique individuelle, voire intra-individuelle. En effet, quelle est la pyramide? Quel est le tableau qui peut rendre compte d'un mystère? C'était mon petit moment métaphysique. Avant de nous quitter et de vous remercier de m'avoir suivi sur cette classe virtuelle, je vous propose ce proverbe chinois. Le voici. L'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Voilà, c'est fini. Encore merci de votre attention et je vous dis au revoir et bonne chance pour le titre.